Bonjour mes chers amis. Je vous reviens en ce début de juin, à la veille de l'été, dans une période de transition vers le mieux, avec derrière nous l'hiver, le froid, les tempêtes de neige et de verglas, la lourdeur des bottes et des vêtements pour se garder au chaud, et devant nous une saison de vacances, de joie, de fêtes multiples allant de la fête des pères, en passant par la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, et pour couronner le tout, en début de septembre, par la fête du travail. Cette dernière soulève chez moi d'ailleurs quelques interrogations. D'abord, pourquoi sommes-nous les seuls au monde à célébrer le travail plutôt que les travailleurs? Et pourquoi également célébrer donc une activité qui est souvent ardue et parfois éprouvante, le travail? Et enfin, pourquoi célébrer le travail en ne travaillant pas? Bref, revenons à mon propos, le passage vers le mieux. Les oiseaux, n'est-ce pas, reviennent avec leur chant mélodieux. C'est aussi un temps des voyages, de l'évasion, du bien-être, de l'odeur du barbecue, du goût de la petite bière sur le balcon avec les amis. La nature reprend également ses droits et en prime nous pouvons jouir de la plénitude de fruits et de légumes. Nous sommes donc en route vers le meilleur, profitons-en. C'est dans ce contexte que je vous ai préparé un bouquet de chroniques, toutes orientées vers le plaisir. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir, de jouer, de s'étonner, le plaisir de rire, ou à tout le moins de sourire. Et tout cela enrobé dans la découverte de la beauté du monde, allant des petites choses de la vie quotidienne, en passant par les œuvres d'art, qui constituent autant de fenêtres ouvertes sur l'exaltation de l'âme, sans négliger pour autant une réflexion sur la vie en général et sur le comportement humain en particulier. Je sais qu'il s'agit là d'un programme audacieux, voire même prétentieux, mais j'ose tenter ma chance, juste pour le plaisir du plaisir, car comme le mentionnait Russell plutôt, vaut mieux viser l'excellence et la rater que de viser la médiocrité et de l'atteindre. J'ose espérer que vous éprouverez autant de satisfaction à écouter cette animation que j'en ai eu à la réaliser. Bonne écoute. Faisons maintenant un détour du côté du français, ou plus exactement du français dans tous ses états. Car certes, notre langue est belle dans notre beau pays, comme le chante si bien Yves Duteil, et c'est vrai qu'elle est belle, elle est riche et nuancée, cette langue, mais avouons-le qu'elle est parfois difficile à apprendre et à pratiquer. Nous avons déjà abordé dans cette chronique un certain nombre de difficultés, comme par exemple les multiples sens, parfois jusqu'à 8 sens pour le même mot, qui peuvent entraîner, ces multiples sens, des ambiguïtés de compréhension de texte. Nous avons également abordé les fameux, et ça c'est pire à mon avis, les fameux mots qui désignent deux réalités opposées. Le même mot signifie deux choses opposées. C'est déjà difficile à supporter. Et là, aujourd'hui, nous allons, pour clore ces difficultés, nous allons aborder simplement la question des fameuses exceptions à la règle en grammaire. Elles sont nombreuses et compliquées, et elles compliquent la vie des professeurs, la vie des élèves, la vie de tout le monde, et on se demande toujours pourquoi se compliquer ainsi la vie. Alors aujourd'hui, je vais simplement me contenter de vous en donner 7 de ces exemples.
Et je commence par deux exemples d'exception qu'on connaît très bien, qu'on a appris, mémorisé, dont on se rappelle encore à notre âge avancé. Le premier, c'est que les noms masculins le restent au pluriel. Par exemple, je prends le mot jeu, je dis un jeu intéressant, des jeux intéressants. Donc le mot jeu reste, même si on le passe au pluriel, il reste comme ça au masculin tige. Mais il y a quand même trois exceptions. Pas 12, pas 20, pas 30. Trois exceptions. Amour, délice et orgue, qui, ces mots, lorsqu'on les emploie au pluriel, passent du masculin, qu'ils étaient au singulier, au féminin, au pluriel. Amour, délice et orgue. Des amours impossibles, des amours malheureuses. Mais on dit un amour malheureux. Il me semble qu'on aurait pu faire quand même un petit effort ici, puis prendre ces trois mots, puis basculer dans la liste des autres mots, pour ne pas nous créer inutilement, parce que je considère que c'est carrément inutile, ces exceptions. Prenons le deuxième exemple d'exception. On dit les mots se terminant en OU, OU, prennent un S au pluriel. C'est simple. Tous les mots qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. Donc, on se dit un sou, des sous, S, un clou, des clous, S, et ainsi de suite, sauf un certain nombre de mots qui, eux, au pluriel, ne prennent pas le S, mais le X. Alors, souvenez-vous de la liste qu'on apprenait comme ça par cœur. Chou, hibou, bijou, caillou, genou, joujou, époux. Alors là, ça prend des X. Et tout le reste des S. Pourquoi on n'a pas fait la passe en disant que tous les mots en OU se terminent par S? Est-ce que ça aurait été trop simple? Troisième exemple. Les adjectifs numéraux sont invariables en nombre. Ainsi, on dit par exemple les 7 mercenaires. Ils sont 7, mais on ne met pas un S à 7. C'est invariable. Sauf une autre catégorie qu'on a appris, pour les 20 et le 100. On dit donc qu'il y a 80, 80 prend un S. Il y a 400, 400 prend un S. Alors voilà, mais les autres nombres, non, ils ne varient pas, n'est-ce pas, en nombre. Et puis, une autre, on dit le mot presque ne s'élide pas devant une voyelle. Je dis je suis presque arrivé, je dis pas je suis presque arrivé, donc presque arrivé ne s'élide pas. Il y a une exception, presqu'île. P-R-E-S-Q-U, apostrophe, I, accent circonflexe, L-E. Une seule exception. Exemple suivant. Les couleurs, par référence à des objets, à des choses, sont invariables. On parle par exemple d'un objet qui est orange. Alors, il reste orange. On dit les salons que nous avons visités étaient couleur saumon. Alors, il y a plusieurs salons, mais le saumon, lui, il reste au singulier. Croyez-le ou pas, il y a des exceptions. Il y a des mots qui désignent des couleurs et qui se font référence à des objets, mais eux se prennent le S, le pluriel. Il s'agit de rose. On dit c'est robe rose, rose S, écarlate S, fauve S, ainsi de suite, mauve, châtain et pourpre. Encore là, exception à la règle. Encore là, la grande question. Pourquoi? Et j'enchaîne. Les mots maintenant commençant par OC, O-C, prennent tous deux C. On dit occurrence, O-2-C, U-2-R-E-N-C-E. On dit occupé, je suis occupé, O-C-C. Donc deux C, toujours, c'est la règle. Sauf pour oculaire et ses dérivés, par exemple oculiste, et ces mots ne prennent qu'un C. Pourquoi? Et je termine enfin cette litanie, n'est-ce pas, par les noms de lieux qui sont invariables au pluriel.
On dit, par exemple, le référendum a révélé deux Canada. Que le Canada ou les Canadiens se sont clivés en deux grands groupes. Le référendum a révélé deux Canada. On ne met pas de S à Canada. C'est la règle. C'est la règle pour tous les noms de lieux, sauf Antilles, les Antilles, et quelques autres, nous dit-on. Alors voilà, c'est ce qui termine cette chronique d'aujourd'hui sur les difficultés de la langue française. Et parfois, on se dit pourquoi on s'est créé ces difficultés-là qui nous rapportent très peu, somme toute, sauf peut-être des mots de tête, je le répète, à certains professeurs et surtout à beaucoup d'élèves. Voilà, c'est terminé aujourd'hui pour le français dans tous ses états. Voici maintenant ce qu'on appelle chercher la voix et qui est difficile à identifier comme étant une chronique, des exercices de mémorisation, de dissociation entre le son et l'image, mais surtout, il s'agit tout simplement d'un jeu que nous allons pratiquer ensemble pour le plaisir. Alors, c'est pas très compliqué, je vous fais entendre une voix pendant un délai d'environ 20 secondes, et puis, si au bout de 20 secondes, vous n'avez pas trouvé, généreux comme je suis, évidemment, vous me connaissez, je vous donne un indice et vous laisse 5 secondes de réflexion additionnelle. Et si malgré tout ça, vous n'avez pas trouvé, je vous donne le nom et on passe au suivant. Il s'agit dans ce cas-ci de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, oui, 6 personnalités de la radio et de la télé. Alors, on ne peut pas, et je suis généreux, là, je ne suis pas allé chercher vraiment des gens plus ou moins connus, je suis allé chercher, mais vraiment, des vedettes de maintenant, puis des vedettes un peu du passé. Alors donc, on fait avec, et en parlant de faire, allons-y donc avec notre premier personnage. Pourquoi sauter? En fin de compte, pourquoi sauter en parachute quand c'est si simple de rester tranquille chez soi, de regarder les autres sauter à la télévision ou dans les films, ou tout simplement de jouer au golf? Pourquoi sauter? C'est assez curieux. Peut-être que c'est justement pour aller plus loin, pour essayer de vaincre quelque chose, de remporter une victoire sur soi-même. Alors votre temps est écoulé maintenant, vous avez pu l'entendre, vous l'avez sûrement reconnu. Il est identifié à Radio-Canada et il a exercé son métier pendant de très nombreuses années. Il vient de prendre, à peine il y a quelques mois, une semi-retraite. Alors là, j'ai été généreux au niveau des indices. Quelques secondes de baratinage pour vous permettre de digérer tout ça. Et il s'agit de Joël Lebigot. Souvenez-vous de ces émissions, n'est-ce pas? D'abord, ces émissions qui étaient quotidiennes et qui étaient un plaisir, un bonhomme brillant d'un sens de l'humour incroyable, un parleur et un jaseur comme ça se peut pas. Alors c'était un animateur vraiment, et c'est toujours un animateur de classe et de talent. Deuxième maintenant. Au racisme, à l'homophobie, à la grossophobie. Puis on peut mêler là-dedans la politique, puis même plus récemment, les antivax. Ah, écoute, il y en a des sujets là, qui divisent les gens. Absolument. Et je sens que c'est bien paradoxal parce que autant sur les réseaux sociaux, c'est comme la haine à tout prix, puis c'est l'enfer. Je trouve que dans la vie... Alors voilà, évidemment c'est une voix de femme, je vous donne donc quelques indices. C'est une animatrice, c'est probablement l'animatrice la plus populaire actuellement dans à peu près tous les réseaux. Alors il s'agit de, les 5 secondes passent, Véronique Cloutier. Véronique Cloutier qui a fait du spectacle, qui a fait de l'animation à la radio, à la télé, qui a fait des variétés, et à chaque fois qu'elle aborde un domaine donné, c'est toujours un succès assuré. C'est vraiment une des grandes vedettes actuellement au Québec. Passons maintenant au troisième. Ben, c'était pas très compliqué parce que c'était en fait la procédure simple et celle que j'ai eu d'abord le scénario, qui est un scénario super bien écrit, beau scénario, plaisant, le personnage m'a touché immédiatement. Et puis bon, c'est toujours très intéressant d'avoir à jouer aussi quelque chose qui... Alors, on l'a reconnu à sa voix caractéristique, ce n'est pas un genou, ce n'est pas quelqu'un qui se manifeste actuellement de façon
populaire, c'est-à-dire qu'on ne voit très peu maintenant à la radio ou à la télé. Il a, au cours des dernières années, fait surtout dans le domaine du théâtre et surtout comme étant professeur de théâtre. J'ai failli vous le donner, je vous laisse vos secondes. Gilbert Sicotte. Gilbert Sicotte qui a joué à peu près, pas dans tous les films, n'est-ce pas, et pas dans toutes les séries, mais dans beaucoup de séries de films québécois, n'est-ce pas. Et souvenez-vous, il jouait dans une série, je pense que c'était Les Dames de cœur, c'était une série écrite, je pense toujours, par Lise Payette. Et il faisait le vieux courageux, vous vous souvenez, hein? Et il trompait sa femme, puis il séduisait toutes les femmes les unes après les autres, et on aimait le détester. Gilbert Sicotte. Voilà, une suivante maintenant. Parce que le barbecue est à la ville ce que la mouche noire est aux Laurentides, le signal du départ de l'été. Alors, c'est un geste trop familier que nous accomplissons sans vraiment nous rendre compte de toutes ses implications. Je parle du barbecue, bien sûr. Mais quand on fait une analyse, disons, anthropologique du phénomène, on se rend compte que c'est un rite païen qui remonte à la nuit des temps. Alors, animatrice à la télé surtout de Radio-Québec, tiens. Là, je vous donne vos secondes réglementaires. Et puis, il s'agit de Marie-France Bazot. Marie-France Bazot, donc animatrice à la télé de Radio-Québec, qui a fait plusieurs émissions, qui a fait également des émissions à Radio-Canada, des émissions d'opinion, d'interview, n'est-ce pas? C'est une personne vraiment très calée sur le plan sociologique et sur le plan politique. C'est une personne d'une grande culture et elle s'exprime bien et elle est, ce qu'on demande, n'est-ce pas, un personnage public, elle est intéressante. En parlant d'intéressant, bizarre, étrange, voici le prochain. Ben, d'une part, c'est une maison qui date de 1892 environ. On n'a pas la date précise. Là, on est dans ce moment, on est dans la salle à dîner qui est une extension de la maison qui a été faite dans les années 70, mais qui avait été rénovée dans les années 70 dans le souci des gens de la ruralité de retrouver la modernité urbaine. Donc, ils avaient... Le temps est écoulé. Qui est ce personnage? Qui est ce comédien, animateur, qui a joué dans des films, dans des téléséries, archi connu, n'est-ce pas? Qui a une voix, mais vraiment caractéristique. C'est pour ça, entre autres, que je l'ai sélectionné dans notre liste d'aujourd'hui. Et là, je pense que j'ai suffisamment parlé pour vous laisser du temps à réfléchir. Il s'agit de Christian Bégin. Christian Bégin, qui actuellement s'illustre surtout par une émission de Télé-Québec qui s'appelle « Il y a du monde à Metz ». Une émission qui est particulièrement réputée, qui est une des plus populaires de Radio-Québec. Et puis là, Christian Bégin, après Christian Bégin, il m'en reste une autre, une jeunette celle-là, par rapport à ce que vous avez pu entendre précédemment. Allons-y donc. Par un peu snob dans le sens de avec des goûts plus pointus, plus nichés, des goûts plus définis. Oui, je suis très art contemporain, puis je suis très musique pop, puis film à l'eau de rose un peu on the side. Ouais, je suis tout ça. Je pense mais un retour dans Tour Room, c'est bien correct. Là. Ben oui, oui, absolument. Puis de la poutine, puis tout Alors, ça. de qui il s'agit? C'est une personne, tu sais, je vous donne un indice, c'est une personne qui a été très connue, non pas grâce à son père, je reprends. Son père était très, très connu. Il a fait de la radio et de la télévision abondamment. Et elle est arrivée ensuite, beaucoup plus tard, sur les ondes, n'est-ce pas? Et tout le monde l'a reconnu, évidemment, avec son nom de famille qui est McQuaid. Son père, c'était Winston McQuaid et elle, Penelope McQuaid. Alors, Penelope McQuaid a fait à peu près de tout. Des entrevues, des émissions de variété. Elle a fait également des reportages, des grandes entrevues. Bref, elle est un peu partout et de façon régulière à la radio et à la télévision. Et c'est donc avec Penelope McQuaid qu'on met fin à cette chronique, qui n'en est pas une en fait, qui s'appelle « Chercher la voix ».
Je vous amène maintenant du côté de l'architecture moderne. Au point de départ, je voulais vous offrir un panorama des principales œuvres, des principaux édifices, disons depuis 1950 jusqu'à maintenant. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était illogique, n'est-ce pas, et irresponsable de penser pouvoir réaliser en l'espace de quelques minutes un tel panorama. Donc, j'ai donc dû, par exemple, abandonner l'idée de vous présenter le centre de la Fondation Louis Vuitton, Vuitton, on dit à Paris, ou encore l'Opéra de Sydney, à cause justement de ces très très nombreuses œuvres. Et puis il y en avait un paquet d'autres que j'aurais aimé vous présenter, de nombreux édifices à Chicago, New York, Toronto et Montréal, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de l'architecture moderne. Car si au cours des, disons, 70 dernières années, les techniques de construction des édifices ont évolué considérablement, ou ont évolué considérablement, il faut reconnaître également que l'esthétisme s'est considérablement modifié pour présenter véritablement des chefs-d'œuvre. Et là donc, devant tous ces choix à faire et surtout la plupart à éliminer de cette présentation, je me suis laissé séduire par les sirènes de Dubaï. Je serais tenté dans ce cas de parler plutôt de mirage, si vous voulez, des Émirats arabes unis, mais quand même, parce que là, il y a des choses vraiment super intéressantes. Je commence par ce qui est devenu l'emblème de Dubaï, comme la Tour Eiffel est l'emblème de la France. Je parle à ce moment-là de l'hôtel de luxe Burj Al Arab, construit, dis-je, l'hôtel en 1999. Alors, c'est l'œuvre de l'architecte Tom Wright. Et regardez cet hôtel, il est magnifique. C'est posé littéralement, on a l'impression qu'il est posé sur la mer. Et il est d'une amplitude et d'une souplesse et d'une incroyable présentation. Et puis là, il a la forme, si vous l'observez bien, il a la forme de ce qu'on appelle dans la langue du pays un attendez voir que je revois, un do, D-H-O-W, et qu'on appelle en français un boutre, c'est-à-dire un voilier traditionnel arabe. Et effectivement, on a l'impression qu'il s'agit bien, d'un voilier de ce type-là. Et là, on a affaire évidemment à un très gros hôtel, un hôtel moderne qui ne recule devant rien pour retenir l'attention des gens et surtout les attirer comme touristes. Tu sais, quand on pense par exemple qu'au sommet de cette tour, il y a une piste d'atterrissage pour hélicoptère. À 200 mètres du sol, on a installé une immense salle à dîner, mais la salle à dîner, elle est installée selon le mode cantilever, c'est-à-dire qu'elle est suspendue dans le vide. Alors donc, ça nous fait une impression extraordinaire sur le plan de l'art et une réalisation intéressante sur le plan touristique. Mais les plus spectaculaires de ces œuvres d'architecture de Dubaï, je les ai retrouvées dans les photos qui ont été prises lors de l'exposition universelle de 2020. Et en voici quelques exemples. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le pavillon de l'Arabie saoudite, le pays hôte de cette exposition universelle. Et ça a été de toute évidence et à l'unanimité reconnu comme étant le pavillon le plus intéressant, le mieux structuré, le mieux organisé de toute l'exposition universelle. En fait, si vous examinez bien, vous voyez en contrepartie, en oblique, c'est un immense plancher, et le plancher, il est interactif, donc il y a un paquet de cellules. Il y a, en réalité, on nous dit 7798 lumières qui se transforment et qui sont capables de générer des images sur une échelle très très grande, qui est en réalité le plancher. Et dans ce pavillon, on y présentait et on y présente régulièrement différents thèmes qui alternent, je dois dire, d'une journée à l'autre. On parle de la population, de la nature,
de l'héritage et puis de la possibilité d'utiliser de plus en plus les technologies modernes. Voici maintenant ensuite le pavillon opportunité. Très beau et encore une fois très original. Et passons maintenant au pavillon mobilité. Alors ce pavillon a été conçu par le studio de design anglophone anglais Foster & Partners. Il comprend 3 édifices et chaque édifice est installé selon le mode dont je vous ai parlé tantôt, le mode cantilever. C'est-à-dire que l'édifice ne repose que sur un pilier, que sur un point d'appui qui le relie au sol, et tout le reste s'avance comme ça dans le vide, ce qui donne une impression extraordinaire d'élan, n'est-ce pas, vers le monde, vers l'extérieur. 4e pavillon, c'est le pavillon national de Dubaï. On notera bien qu'il s'agit là de la ville de Dubaï, donc des moyens évidemment plus limités que de l'ensemble de l'Arabie saoudite, mais quand même l'originalité dans les formes. Regardez le mouvement qui se dégage, la légèreté qui se dégage dans la présentation de cet édifice, n'est-ce pas, du pavillon national de Dubaï. Le 5e maintenant pavillon, c'est le pavillon de, on dit la United Kingdom, l'Angleterre. Bon, voilà. Alors, ce pavillon, encore une fois, tout à fait remarquable, il a été réalisé par la firme de Ez Devlin Studio. Alors, c'est dédié, ce pavillon, il est dédié à la notion de communication, et particulièrement de messages à communiquer, de messages à envoyer, et avec l'idée que ces messages pourraient parvenir aux confins de l'univers pour rejoindre d'autres entités, si elles existent, bien sûr. Donc, c'était la transmission, n'est-ce pas, vers le reste de l'univers. C'est ce qui termine cette chronique qui se voulait un modeste coup d'œil furtif sur l'architecture moderne. Et oui, voici venu le moment des « oups » de l'affichage. Ces bêtises que l'on affiche comme ça, dues à l'ignorance ou à la distraction ou à la paresse ou à l'économie qu'on veut faire avec quelques cents pour recourir à des robots qui font des traductions. Alors, mon objectif, c'est tout simplement de vous présenter quelques exemples de ces bêtises. Et aujourd'hui, je vous en réserve 10. Tiens, c'est pas rien, hein? C'est le cadeau, effectivement. Hein? Plus que le double que d'habitude. Et l'objectif, c'est tout simplement d'attirer un sourire sur vos lèvres et de jeter un petit étincelle de bonheur et de réjouissance dans cette vie qui est parfois un peu morose. Regardons maintenant la première affiche. La première affiche, elle dénote quand même quelque chose d'assez aberrant. On voit très bien qu'il s'agit là d'une station d'essence Esso. Et normalement, on a toujours le panneau qui indique le prix au litre d'essence. Et là, on nous indique 0. Alors, de deux choses, une, ou le garage n'a pas fini son installation, ou encore, il y a quelqu'un qui est en panne d'imagination ou qui ne travaille pas bien et qui n'a pas indiqué le bon montant. À la limite, on pourrait peut-être même, selon la loi du Québec de protection du consommateur, se dire à ce moment-là, c'est le prix affiché qui doit prévaloir. Et 0, c'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais je pense que si je regarde bien derrière, en toute honnêteté, il y a un camion de réparation, il y a des cônes là. Il se peut tout simplement que cette station-service soit en train de s'installer, ce qui expliquerait effectivement cette photo. Alors, vous voyez que je suis gentil quand même. Je suis un peu moins gentil pour la suivante. Là, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Hein? Ou on n'exagère pas. Regardez bien, la porte est fermée. Okay? Ça va de soi, on la voit, elle est fermée. Et là, on dit, attention, c'est important. Cette porte est ouverte de 5h à 1h30. Bon, OK.
On comprend que ouverte, ça veut dire déverrouillée. Elle n'est pas ouverte, elle est déverrouillée. Mais ça, on comprend qu'on dit aux gens, voilà, de 5h à 13h30, à 1h30, cette porte est ouverte. Mais comme si on n'était pas assez intelligent, ils nous disent, ben oui, mais dans l'autre période de la journée, elle est fermée. Ah! Si en haut, on nous dit qu'elle est ouverte de telle heure à telle heure, on n'a pas pu penser par nous-mêmes qu'en dehors de ces heures, elle ne serait pas fermée. Et là, encore une fois, il y a la notion de fermée, ouverte, la notion de verrouiller, déverrouiller. Et là, on joue. Hein? On n'est pas dans la nuance, là. Venons-en à la troisième maintenant. Chercher l'erreur. Facile, non? On dit, alors, ce qu'on voit là, c'est une vache. Et c'est le signal d'avertissement de se méfier d'une traverse de troupeaux de vaches qui peuvent effectivement non seulement ralentir la circulation, mais mettre à mal effectivement une auto qui passerait outre et frapperait évidemment le troupeau. C'est relativement clair comme illustration, et c'est l'illustration standard. Ce qui est moins standard, c'est le texte en dessous. On dit ralentir enfant. Là, on est en train de nous dire qu'il faut ralentir parce qu'il y a des enfants qui sont susceptibles de traverser la rue ou la route dans cette section-là. Et c'est normal et c'est légitime qu'on demande et qu'on avertisse les chauffeurs d'auto qu'il faut ralentir pour ne pas écraser, pour ne pas handicaper des enfants. Mais le lien entre le panneau du haut et l'avertissement du bas, ça ne va pas. Est-ce qu'on veut dire ralentir à cause de la passage de veau des enfants de la vache? Sûrement pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, on avait un poteau avec une indication, on a enlevé le panneau précédent, traverse d'enfants, et on a mis traverse de bétail, mais on n'a pas oublié d'enlever le panneau du bas. Le résultat, il est là. C'est ridicule, mais c'est tellement évident que c'est ridicule. Là, quelque chose maintenant qui est plus gênant aussi. Là, on a une publicité qui annonce un produit pour enlever les poils. Un produit épilatoire. On comprend bien? Ça va très, très bien. Regardez ce qu'on dit. On dit une boule de poils peut en cacher une autre. Et là, regardez ce qu'on a fait. Vraiment, c'est dégueulasse. On a mis un chat, un minou, donc plein de poils, dans l'entrejambe de la madame. Et de peur qu'on ne comprenne pas le lien entre les deux, on a senti le besoin de dire une boule de poils en cache parfois une autre. Un peu sexiste, un peu imbécile. Passons. Et j'arrive à la suivante. Alors évidemment, de plus en plus, les consommateurs, lorsque vient le moment d'acheter un fruit, un légume ou un autre produit, veulent connaître l'origine du produit, de façon à pouvoir décider, en toute connaissance de cause, s'ils achètent ou n'achètent pas le produit en question. Alors il s'agit ici d'avocats. Alors là, dans ce magasin-là, on s'est dit, tiens, on va régler le problème. On dit, en fait, le produit peut provenir d'Espagne, peut provenir d'Israël, ou provenir du Mexique. Ça dépend des arrivages, etc. Et il est où le droit du consommateur de savoir où le produit a été cultivé et d'où il a été importé? Alors, on vient là, par ce choix multiple-là, d'enlever ce droit-là de savoir de façon précise d'où vient le produit que l'on consomme. Bon, un petit amusement maintenant ici. Cette publicité est celle d'une compagnie d'assurance. Et on dit, regardez le panneau d'abord. Ce qui frappe, évidemment, c'est la photo du bambin. Hein, c'est toujours payant de mettre des enfants et des photos d'enfants. Et puis à côté, on dit les enfants sont gratuits. Oh, tu dis, oh, on fait un spécial là. Hein. Dans le quartier, de ce temps-ci, on n'a pas besoin d'acheter les enfants. Ils sont gratuits, on peut les avoir. On peut en avoir 1, 2, 3, mais c'est gratuit. Évidemment, ce n'est pas le cas, forcément. Et il faut aller voir qu'il s'agit là d'une assurance, d'une compagnie d'assurance qui dit que pour les enfants de moins de 2 ans, il n'y a pas de prime à payer. Donc, une exonération de prime pour assurer les enfants de moins de 2 ans. C'est logique, c'est normal.
Mais ce qui ressort, c'est une aberration. Les enfants sont gratuits. Bon. Tantôt, on a vu une porte ouverte, pas verrouillée, etc., etc. On arrive encore une fois à quelque chose de simpliste. Et tu te dis pourquoi ils ont fait une pancarte pour dire ça. Ils disent que si la porte n'est pas ouverte, n'entrez pas. C'est comme avoir fait une pancarte pour dire si la porte n'est pas ouverte, elle est fermée. Parce que si elle n'est pas ouverte, on n'entrera pas, ça va de soi. Et quand, encore une fois, on vient ici sur le open et close door, on confond aussi avec verrouillage ou déverrouillage. Alors, évidemment, si la porte est verrouillée, on n'entrera pas. C'est pas nécessaire de faire une pancarte pour nous dire, écoutez, si la porte, et si elle n'est pas ouverte, entrez pas. Mais s'ils veulent que les gens entrent, ça veut dire qu'ils vont être obligés 24 heures par jour ou 8 heures par jour de maintenir la porte littéralement ouverte à 80. Bon, disons qu'on a eu meilleure formulation. En parlant de mauvaise formulation, regardez ici, sur un panneau extérieur de la ville de Lyon, en France, quand on disait « les gens écrivent des choses », on sait ce qu'ils veulent dire, mais ces gens-là ne se relisent pas et ce qu'ils écrivent ne correspond pas à ce qu'ils disent. Alors voilà ce bel exemple. On dit « collecte à domicile des encombrants ». Bon, on comprend bien. Les encombrants, ce sont des meubles lourds, difficiles à transporter, des électroménagers volumineux, etc., etc. En toutes les municipalités au monde font des collectes particulières à certaines périodes pour ce qu'on appelle les encombrants. Mais là, on enchaîne tout de suite. Là. On dit, je reprends, collecte à domicile, les encombrants, personnes handicapées et de 65 ans et plus. Est-ce que les encombrants sont les personnes handicapées et de 65 ans et plus? Sûrement pas. Mais c'est ce que dit le tableau. Et un petit vieux paranoïaque pourrait mal prendre les choses, se méfier. Le comble de l'absurdité, une boîte de pizza. Regardez bien ce qui est marqué dans la partie du bas. Ouvrir la boîte et ne pas la manger. Ne manger que le contenu de la boîte. Oh là là, on n'y aurait pas pensé, hein? Peut-être que manger la boîte, c'est nourrissant aussi. Est-ce qu'on prend des gens vraiment pour des imbéciles? Est-ce que c'est déjà pour qu'une compagnie sente le besoin d'inscrire ça sur une boîte de pizza? Est-ce qu'ils ont eu déjà des plaintes de gens qui mangeaient le carton de la boîte? Et puis, la dernière, comme disait mon père, la cerise sur le sundae. On a construit un trottoir. Puis à un moment donné, il fallait bien que ce trottoir-là se termine à quelque part. Il se termine là devant un boisé. Et là, on a indiqué « sidewalk ends ». Fin du trottoir. Est-ce que, juste avec nos yeux, on n'aurait pas compris que le trottoir venait de finir là? Qu'une partie du trottoir s'était pas évanouie dans la nature? S'était pas sauvé? Il faut dire aux gens, oh, regardez ici, là, vous avez marché pendant un certain temps sur le trottoir, et tout d'un coup, il n'y a plus de trottoir. Le trottoir se termine ici. Et ma chronique des oups se termine également ici. Voilà. Dans le cadre de cette présentation consacrée au plaisir, je m'en serais voulu de ne pas avoir réservé un tout petit coin à la poésie. Car quelle belle façon de jouir de la vie, lorsque l'écriture se met au niveau des sentiments et nous amène ailleurs, dans le ravissement. Alors je vous propose aujourd'hui une expérience qui va relier le Québec et la France sous le thème du lac. Alors je vais vous présenter d'abord un poème très connu, un des plus connus au monde, d'Alphonse Lamartine, Le lac, d'une part, et par la suite, il y aura une surprise, dont je vous parlerai tantôt, après. Mais vous vous rappelez que Alphonse Lamartine est un personnage, mais vraiment multifonction, comme on dirait maintenant. C'est incroyable, ce gars-là. Je lis ici, on me dit que il était poète, on le sait, romancier, dramaturge, historien.
hein, et même une personnalité politique puisqu'il a participé à la Révolution française de 1848. Quel homme! Et de l'ensemble de son œuvre, il y a évidemment ce poème que tout le monde connaît et que tout le monde apprécie, extrait des Méditations numéro 13, le fameux lac, que voici maintenant. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine finit sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence, on entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons-nous donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez. Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux, que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Le lac de Lamartine. Alors, pour revenir maintenant au Québec, je vous propose une excursion du côté de Gilles Vigneault, du grand Gilles Vigneault, et d'une de ses plus belles chansons, « J'ai pour toi un lac ». Et c'est quand même curieux d'où est venue cette inspiration pour la chanson. Très tôt, dans les années 50, début des années 50, notre ami Vigneault travaillait comme portageur, c'est-à-dire que c'est lui qui transportait les canots et forts lourds, parfois jusqu'à 300-350 livres, sur ses épaules, en Abitibi, en parenthèse, le long des rivières, évidemment, lorsqu'il y avait des rapides, et là, il fallait, pour reprendre l'expression, portager.
Et c'est ce qu'il faisait. Et très souvent, le soir, au camp, il montait sur un arbre, un tremble, et là, il admirait le lac tout autour de lui. Et c'est d'une de ces nuits où il observait d'abord le lac en début de soirée, qui était tout bleu et qui est devenu noir en cours de nuit. Et c'est ce qui l'a inspiré à écrire ce chef-d'œuvre, J'ai pour toi un lac, qu'il a édité 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1962. Voici donc J'ai pour toi un lac. J'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde. Un cristal frileux qui tremble à ton nom, comme tremble feuille, à brise d'automne et chanson d'hiver. Si mire le temps, si meurt et si cueille, mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. J'ai pour toi, très loin, une promenade sur un sable doux, des milliers de pas sans bruit, sans parade, vers on ne sait où. Et les doigts du vent des saisons entières y ont dessiné, comme sur nos fronts, les vagues du jour, fendues les croisières, des beaux naufragés que nous y ferons. J'ai pour toi défait mais refait sans cesse les 1000 châteaux d'un nuage ami, qui pour ma princesse se ferait bateau, se ferait pommier, se ferait couronne, se ferait panier plein de fruits vermeils. Et moi, je serai celui qui te donne la terre et la lune avec le soleil. J'ai pour toi l'amour quelque part au monde, ne le laisse pas se perdre à la ronde. J'ai pour toi un lac, Gilles Vigneault. Nous allons maintenant terminer cette rencontre avec la chronique Pensez-y bien. Comme son titre l'indique, il s'agit simplement de prendre quelques instants pour réfléchir ensemble, à partir de réflexions que certaines personnes, particulièrement des gens connus, ont élaborées, et il s'agit tout simplement de voir qu'est-ce qu'on peut en faire et l'intégrer peut-être dans nos vies. Alors, je vous présente aujourd'hui 3 citations. La première, elle est de Oscar Wilde. C'est une très belle pensée. Elle est aguichante au départ. Il dit, et je cite, « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. » Et c'est tellement beau cette formule-là. Tu dis, en fait, la beauté existe bien sûr, hein, non seulement dans les yeux de celui qui regarde, mais dans sa tête. Et celui qui regarde devient plus ou moins également co-auteur ou co-générateur de beauté. C'est-à-dire que la beauté, certes, existe indépendamment de la personne qui regarde, mais elle s'amplifie, par le regard de cette personne. Par contre, il faut bien se le dire, et là on nuance un peu ce que notre ami Oscar Wilde dit, il ne faut pas penser que c'est dans le regard que se crée la beauté. Parce que si on raisonne un petit peu à l'envers, on dit par exemple, la beauté, elle existe indépendamment du regard, car plusieurs voient la beauté et ne la reconnaissent pas et passent tout droit. Le plus bel exemple, c'est que actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont allés, se sont présentés à un moment donné ou l'autre, dans des musées d'art et qui sont passés devant des chefs-d'œuvre admis et reconnus universellement comme étant des chefs-d'œuvre dégageant une beauté extraordinaire. Et ces gens-là n'ont jamais vu cette beauté, ne l'ont pas comprise, ne l'ont pas assimilée. Donc, le regard peut aussi annihiler la beauté de l'objet en question. Donc, vous voyez que c'est un peu plus compliqué qu'on le pense également. Enfin, la beauté, elle est subjective, elle est personnelle,
est donc relative. Donc, on ne peut pas dire parce que je vois quelque chose et que je la trouve belle, elle est nécessairement belle de façon objective, de façon absolue. Prenons l'exemple simple. Nous prenons la photo de quelqu'un. Peu importe la personne, on prend une photo d'une personne et on la présente à 100 personnes. On fait un sondage, on la présente à 100 personnes. On demande à ces 100 personnes-là de coter de 1 à 10, 10 étant la plus belle personne, n'est-ce pas, la plus belle perception que l'on en a, et on va se rendre compte que chaque personne va avoir des résultats différents et va coter la photo selon, à partir de très beaux, excellents, etc., jusqu'à personne plus ou moins moche. Donc, on voit que nous ne sommes pas ici même dans l'absolu. Alors donc, c'est toute cette ambiguïté-là qui se cache derrière la fameuse citation d'Oscar Wilde. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Elle est dans ses yeux, mais elle existe également, indépendamment des yeux de la personne qui regarde. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais il me semble que ça nuance un peu ce propos qui, au départ, est très aguichant et très séduisant. Passons maintenant à la deuxième citation, qui est beaucoup plus terre à terre, mais tellement importante. Elle est de Karl Marx, et je vous la lis. Karl Marx nous dit « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. » Alors, cette donnée-là, elle est importante, parce qu'on sait bien que l'histoire, en tant que telle, n'est pas qu'un simple rappel ou un récit du passé, mais il s'agit bel et bien d'un enseignement à utiliser pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et à cet égard-là, on peut très bien illustrer par un exemple. Prenons le cas de Napoléon. Napoléon qui décide à un moment donné d'envahir la Russie. Et là, il y va, et ça va relativement bien. Les Russes ne résistent pas, ils se retirent, même brûlent leurs champs et tout ça. Et les troupes de Napoléon pénètrent de plus en plus profondément à l'est de la Russie. Et là, ce que les Russes attendaient, et que Napoléon n'avait pas compris, c'est l'arrivée de l'hiver. L'arrivée de l'hiver qui privait à ce moment-là les soldats de tout approvisionnement. Les terrains étaient constamment debout et à ce moment-là, les troupes avaient de la difficulté à pouvoir se mouvoir. Et c'est alors que les Russes ont littéralement attaqué les troupes de Napoléon et les ont foutus littéralement dehors. Or, lors de la Seconde Guerre mondiale, que fait Hitler? Exactement la même chose que Napoléon. Avec le même résultat, c'est qu'une fois rentré profondément en territoire, Hitler, ses armées, n'ont plus vraiment de capacité de résister. Ils doivent revenir sur leurs pas et c'est à ce moment-là que les Russes décident de contre-attaquer de façon solide et de remporter, n'est-ce pas, la victoire sur Hitler. Donc, si notre ami Hitler avait lu un peu d'histoire, il ne serait pas tombé dans le piège de répéter la même erreur. Donc, l'histoire n'est pas uniquement un miroir tourné vers le passé, mais un télescope qui permet d'entrevoir et surtout de préparer un avenir meilleur en autant que cela puisse être possible. Et c'est ce que nous dit en fait Karl Marx. Si nous ne connaissons pas l'histoire, si nous ne savons pas quelles sont les grandes erreurs qui ont été faites, nous sommes condamnés à les répéter sans cesse. Troisième et dernière citation, elle est de Martin Luther King, un grand homme que je respecte beaucoup. Et il nous dit, Martin Luther King, à la fin, nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Mon Dieu, qu'elle est triste, cette citation-là. Et dure. Et dure à comprendre, et dure à vivre. Parce qu'on peut interpréter d'abord, dans la première partie, quand il dit « à la fin »,
on peut l'interpréter comme un terme au terme de notre vie, quand on arrivera à la fin de notre vie, mais aussi on peut l'interpréter comme étant une espèce de bilan que l'on peut faire n'importe quand dans notre vie, entre le poids des mots cruels de nos ennemis et celui des silences de nos amis, des silences de nos amis qui tardent à nous soutenir, à nous défendre et à nous encourager. Il s'agit ici de soupeser le poids relatif des mots de nos ennemis et des silences en termes de ressenti, car les mots de nos ennemis ont tendance à s'effacer avec le temps et le jugement que l'on porte sur ces mêmes ennemis, tandis que les silences de nos amis continuent à se manifester avec autant d'acuité. Car pour reprendre l'adage populaire, c'est dans la misère et les difficultés que l'on reconnaît nos vrais amis et qu'on les distingue de ceux qui prétendraient l'être, qui prétendaient, dis-je, l'être, et qui ont su briller par leur indifférence et leur absence. Alors voilà pour cette troisième citation bien sentie, triste, mais parfois réaliste. Et c'est sur cette pensée que nous devrons nous quitter. Et si vous le désirez, nous pourrons recommuniquer à nouveau au début de septembre prochain. D'ici là, profitez bien de la vie, prenez soin de vous, et comme le disaient nos parents quand nous étions petits, allez jouer dehors. Allez mes amis, à la prochaine.